à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau format Omerta. Pour cette première, nous accueillons l'avocat Maître Barrionuevo qui a coécrit ce livre avec son client qui est un chef d'un réseau de trafic de drogue à Marseille. Il s'intitule Confession d'un caïd marseillais. Bonjour maître. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dresser un portrait assez rapide de votre client ? Alors, c'est une bonne question que vous me posez là parce qu'il a une vie qui est passionnante, si je peux me permettre l'expression. C'est un personnage qui vous ressemble, qui me ressemble physiquement, mais intérieurement, c'est un personnage qui est glaçant. Glaçant par rapport à son histoire que vous pourrez découvrir dans l'ouvrage. Il a une vie qui est atypique. Il a grandi en Algérie, effectivement, c'est un immigré. Qui n'a pas la nationalité française, qui est rentré illégalement sur le sol français à l'âge de ses 14 ans, d'une manière assez difficile puisqu'il a pris la mer, donc il ne sait pas nager de nuit, en hiver, donc le contexte est quand même compliqué. Au niveau familial également, c'est un jeune qui a souffert puisque son père était violent avec lui, était violent avec ses frères, surtout avec sa mère notamment, et c'est tout ça qui l'a poussé à quitter son pays pour Marseille. Et au fur et à mesure, il a effectivement intégré ce réseau marseillais, gravi les échelons, et il se retrouve aujourd'hui, malheureusement pour lui, en détention, mais toujours, et c'est ça l'intérêt du livre, puisque c'est toujours une histoire d'actualité, il dirige toujours aujourd'hui en prison un des plus gros réseaux marseillais. D'accord. Et du coup, s'il est actuellement toujours en activité, d'où lui est venue l'idée d'écrire ce livre justement et est-ce qu'il encourt des risques à le publier ? Alors, d'où lui est venue l'idée ? C'est une bonne question également. À la base, comme il écrit dans l'ouvrage, il écrivait pour lui. Parce que quand on est détenu en prison pour une longue période, on n'a pas trop de loisirs et ça lui a permis d'évacuer une certaine pression, certaines tensions et à la base, il écrivait pour lui. Ensuite, il y a eu des événements dans sa vie qui ont fait qu'il voulait laisser une trace, notamment, je pense ici à son fils, qui est né alors qu'il qu'il est toujours en détention, donc il n'a pas pu assister à la naissance de son fils. Et il a voulu laisser une trace à son fils. Et le dernier point, il a écrit, on va dire, pour essayer de se changer les idées, puisqu'il a aussi des idées suicidaires malheureusement, et ça lui a permis d'exprimer toutes ses émotions, et c'est pour ça qu'il s'est mis à l'écriture. Okay. Et du coup, est-ce qu'il encourt des risques à le publier par rapport peut-être à des concurrents ou par rapport à son réseau en interne ? Alors, l'avantage aujourd'hui, et c'est pour ça que l'ouvrage est intéressant, effectivement, on ne peut pas, comme j'ai dit avec mon éditeur, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas avoir quelqu'un qui livre ouvertement sa parole et avoir son identité sur la couverture. Donc aujourd'hui, vous avez un ouvrage qui a été écrit avec un pseudonyme et c'est ce qui a permis, on va dire, de libérer sa parole. Mais bien entendu, tout a été fait pour que personne ne puisse remonter jusqu'à lui. Y compris mon éditeur, l'éditeur de l'ouvrage, ne connaît pas l'identité exacte de cette personne. Il n'y a que moi, en qualité d'avocat, qui connais son identité. Et c'est ça qui le protège aujourd'hui, c'est mon secret professionnel. Et c'est ça qui rend le livre intéressant. Ok, mais je pense qu'il n'y a pas un seul réseau de trafic de drogue à Marseille. Mais je ne pense pas non plus qu'il y en ait peut-être pas une centaine en tout cas. Est-ce que c'est peut-être possible que des concurrents arrivent à identifier votre client, surtout qu'il est en détention? Peut-être que tous les chefs de réseau ne sont pas en détention. Est-ce qu'il n'y a pas un risque par rapport à ça? Pour moi, il n'y en a aucun parce qu'on a fait, et j'ai fait bien mon travail justement pour pas qu'on puisse remonter jusqu'à lui. Sinon, malheureusement, il ne se serait pas livré de la façon. Pour répondre à votre question, il y a effectivement plusieurs têtes de réseau et l'avantage aussi c'est que j'en défends plusieurs donc on ne pourra pas identifier clairement de qui on parle, d'accord ? Voilà, il n'y a pas son identité. Moi mon travail c'était justement d'éviter qu'on puisse retrouver cette personne. Okay. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment il est rentré dans ce trafic de drogue? Parce que je suppose qu'il n'est pas directement été en tête de ce réseau.
Non, alors oui, bien sûr, je peux vous le raconter. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un jeune qui est issu, comme je vous l'ai dit, d'une famille d'apparence respectable, puisque le père, c'était l'imam du village, donc il y a une certaine connotation religieuse importante. On lui a donné une éducation qui était dure, mais il a quand même reçu une bonne éducation. C'est une personne qui est cultivée, justement, qui a écrit un livre, donc il sait écrire. Si vous l'avez lu, vous avez vu qu'il sait très bien s'exprimer, donc c'est un point important de l'ouvrage. Et il a quitté donc l'Algérie pour la France. Il n'avait jamais touché aux stupéfiants avant, il ne savait pas à quoi ça ressemblait, il n'avait jamais vu à quoi ressemblait une barrette de shit. Et c'est effectivement en foulant le sol marseillais qu'il a été démarché par le réseau. Donc comment ça a commencé? Ça a commencé petit à petit, on le voyait effectivement traîner dans le quartier parce qu'il n'était pas scolarisé. Et très vite, on lui a fait une proposition, celle de devenir guetteur, chouf dans le langage commun du réseau. On lui a proposé 100 € par jour pour guetter, surveiller la cité, surveiller les entrées. Quand on sait que le salaire moyen en Algérie est de 250 € mensuels, vous comprenez qu'à 14 ans, il n'a pas hésité longtemps à malheureusement rejoindre ce réseau. Puis petit à petit, on lui a confié diverses missions. On lui a par exemple demandé de voler des motos, d'autres choses encore moins, comment dire, plus criminelles, que je vous laisserai découvrir dans l'ouvrage. Et petit à petit, la confiance est installée. Il a monté, gravi cette pyramide du crime. Il est devenu ensuite charbonneur. Donc le charbonneur, c'est la personne qui est directement en contact avec les clients. Puisqu'il s'exprimait bien, on lui a laissé cette confiance, on lui a accordé cette confiance d'aller directement au contact du client, de vendre directement le produit. Puis effectivement, il est arrivé à la tête du réseau, pas par hasard, je pense, par le travail, c'est ce qu'il dit dans l'ouvrage, parce qu'il a travaillé dur, qu'il a gagné la confiance de ses pairs, et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé à la tête d'un des plus gros réseaux marseillais. Mais du coup, à l'origine, qu'est-ce qui a motivé en fait votre client? Est-ce que c'était que l'argent? Est-ce que peut-être que c'était un petit peu d'ennui? Parce que si en effet il n'était pas scolarisé, qu'est-ce qui a motivé concrètement votre client? Je pense effectivement, comme il écrit, que la raison première, c'était l'argent. Hein. Comme je vous l'ai évoqué, le salaire moyen en Algérie, c'est 250 € par mois. Lui, on lui propose 100 € à 14 ans par jour. C'est l'argent qui a dicté, on va dire, son intégration dans le réseau. Dans cet ouvrage, vous pourrez le constater qu'il a 2 frères et une sœur, qui est partie malheureusement, malheureusement pour elle, en Syrie. Ces 2 frères, ils n'ont pas fait le même choix que lui. Il y en a un qui est, je crois, vendeur sur les marchés de Provence. Le second qui est livreur en région parisienne. Donc ils n'ont pas tous choisi cette vie, c'est lui qui l'a fait. Il a fait ce choix, et le mot choix est important parce qu'il insiste dessus dans l'ouvrage. Il a fait le choix du crime, d'accord? Et il ne regrette rien. Et c'est ça qui est un peu glaçant, on va dire, dans l'ouvrage. Et vous disiez qu'il avait été démarché pour être guetteur. Comment ça se passe exactement? Comment il se fait démarcher pour devenir guetteur? Alors, pour devenir guetteur, il n'y a pas tout le monde qui peut devenir guetteur, hein, contrairement à ce qu'on peut penser. Le réseau, il y a certains types de profils, effectivement, sur lesquels ils vont s'orienter. Effectivement, c'est un jeune isolé qui a une certaine culture, mine de rien, qui sait compter. C'est important parce qu'effectivement, si on ne sait pas compter en matière de stupes, c'est compliqué. Il a une éducation, mais il est vraiment perdu, il est seul. Et c'est ça, effectivement, que le réseau a voulu exploiter en lui. Et c'est comme ça qu'il s'est fait démarcher. Donc même s'il dit qu'il a choisi le réseau, c'est aussi le réseau qu'il a choisi. Ok. Et vous parliez justement du fait qu'il avait monté en hiérarchie. Qu'est-ce qui se passe dans les supérieurs, on va dire, pour donner plus de responsabilité à quelqu'un qui, à l'origine, n'était que chouf, comme on dit dans le réseau? Ce qui est important quand on veut gravir ces échelons, c'est la confiance. Et la confiance, malheureusement, ça se gagne très difficilement et ça se perd très rapidement. Lui, en l'occurrence, on lui a donné plusieurs missions, mais même au-dessus de ces missions, il a fait preuve de respect vis-à-vis du réseau, et notamment un épisode qui est important et intéressant dans l'ouvrage, dans lequel il va venir se dénoncer pour une affaire dans laquelle il n'avait rien à voir. Ils étaient à bord d'un véhicule, il ignorait qu'il y avait des stupéfiants justement à bord du véhicule, en toute sincérité,
Et quand ils se sont fait attraper, il s'est dénoncé à la place du conducteur, lui était passager, pour éviter que le sursis du conducteur ne saute. Parce que le conducteur, c'était une personne qui était haut placée au niveau du réseau. Donc il a fait 6 mois de prison, si j'ai envie de dire, pour gagner ce respect. Ça fait partie de là, ça fait partie de ces petits bouts de puzzle qu'on doit assembler pour gagner le respect et arriver à la tête du réseau. Et justement, pour arriver à la tête du réseau, avant, il y avait forcément une autre personne. Comment il a pu prendre sa place? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Alors, dans l'ouvrage, ce qu'écrit Monsieur Amin Kassem, et que je coécris effectivement, c'est qu'il y avait à l'origine effectivement une personne qui dirigeait le réseau, mais cette personne a été incarcérée pour de longues années. C'est très difficile aujourd'hui, et c'est un peu le paradoxe de l'ouvrage, parce que mon client est aujourd'hui incarcéré, il retombe un peu dans la même problématique, mais c'est aujourd'hui difficile de diriger un réseau quand on est détenu. C'est possible parce que les prisons sont des passoires, parce que les téléphones circulent en prison et que la communication peut se faire facilement, donc on peut facilement donner des ordres, mais ça ne remplace pas une présence physique sur le terrain. Et c'est en ça finalement qu'on lui a proposé, on va dire, cette co-direction dans un premier temps. Puis petit à petit, il a pris les rênes, il a changé toute la structure haute de la pyramide pour placer ses adjoints. Et c'est comme ça finalement qu'il est arrivé à cette tête de réseau, puisque quand on regarde, on va dire, le schéma du crime, il y a deux possibilités pour arriver à la tête d'un réseau. Soit c'est, on va dire, l'aspect familial, grâce à des oncles ou des tantes ou des parents qui sont dans le réseau et qui vous transmettre les rênes comme le ferait un chef d'entreprise avec son fils, soit effectivement il faut faire preuve de respect, il faut accomplir des missions, des tâches, et dès qu'on a accompli tout ça, on peut prendre les rênes et la direction d'un réseau. Du coup, dans le titre de votre ouvrage, coécrit, vous avez, avec votre client, vous avez choisi le mot caïd. Qu'est-ce que ça représente pour lui, ce mot? Comment est-ce qu'il définit concrètement? Lui, alors il s'identifie, on va dire, un peu à un parrain des temps modernes. Pour lui, le caïd, c'est un parrain des temps modernes. Et il fait référence, effectivement, dans l'introduction d'ouvrage, à un personnage de fiction qui est Tony Montana, issu du film de Brian De Palma. Il s'identifie un peu à lui, on va dire, par la personne, mais pas par l'apparence, puisqu'effectivement, quand on regarde l'ouvrage, il n'y a pas de signe de richesse extérieure, il roule dans une petite voiture lambda. Quand vous regardez le film, il roule en belle américaine et ils vivent dans des villas de luxe. Mon client, lui, vit toujours dans sa cité, d'accord? Et c'est pas parce qu'on brasse des millions d'euros par mois qu'on est forcément obligé de vivre, par exemple, sur la Corniche à Marseille, là où les biens sont très très chers. Donc, pour répondre à votre question, le caïd, pourquoi le mot caïd? Puisqu'effectivement, il s'identifie au parrain, à la tête du réseau qui fait vivre effectivement le quartier. Et justement, vous parliez un peu du style de vie, c'était ma question. Comment son style de vie a changé entre quand il avait 14 ans et qu'il est rentré dans le réseau à maintenant, plutôt avant la prison? Quel était le style de vie qui menait? Parce que de ce que vous disiez, ça n'a pas énormément changé. Alors, je vais être honnête avec vous, c'est une des questions que je me pose encore aujourd'hui. Parce que je m'interroge effectivement, où va l'argent? Quand je le vois, il n'y a pas de signe de richesse apparent. Et comme je vous l'ai dit, c'est une personne qui vous ressemble, qui me ressemble. Physiquement, il n'est pas. C'est pas l'image qu'on peut avoir d'un caïd avec des chaînes en or et des boucles d'oreilles, par exemple, ou un cigare aux lèvres. C'est pas du tout ça l'image aujourd'hui de cette personne. Je m'interroge encore d'où va l'argent et de ce qu'il fait avec l'argent. Et c'est une vraie question que vous me posez là, à laquelle j'aurai pas de réponse, puisqu'effectivement, je ne sais pas où va l'argent. C'est une question que je pourrais lui poser, mais en tout cas, il ne me l'a pas indiqué. Parce que pour avoir lu le livre, il parle de placement au bled. Oui. Du coup, est-ce que l'argent ne partirait pas là-bas? Et est-ce que vous savez pourquoi peut-être il place son argent au bled, notamment dans des projets immobiliers, de ce que j'ai compris? Je pense qu'il le place effectivement pour ses vieux jours, en espérant pour lui qu'il sorte un jour, parce qu'effectivement, aujourd'hui, il est condamné à 6 ans, mais il se pourrait, et c'est ce qu'il craint, qu'on lui rajoute encore d'autres affaires sur le dos et que sa peine soit rallongée.
il y a plusieurs, enfin, je ne pourrais pas m'exprimer en tout cas par rapport à sa vision, mais par rapport à une vision un peu plus globale sur le trafic de stupes, il y a plusieurs moyens, on va dire, de placer son argent. Soit effectivement on le fait partir à l'étranger dans des projets immobiliers, on essaye un peu de le blanchir de cette manière. Soit à Marseille, et c'est une vraie problématique, on va blanchir l'argent par exemple en rachetant des petits commerces. Et quand une prestation coûte par exemple 20 euros, on va signaler au fisc que la dite prestation coûte en réalité 30 euros. On intègre 10 euros dans le réseau, enfin dans le projet, et ces 10 euros sont blanchis. Donc à Marseille, vous avez beaucoup de commerces, on va dire, qui vivent de cet argent, de ce blanchiment d'argent. Et effectivement, c'est une manière de le rendre légal. Donc peut-être qu'il a également utilisé cette voie-là pour blanchir ses deniers. Et du coup, vous parlez que votre client est incarcéré pour 6 ans. Quels sont les chefs d'inculpation contre lui à ce jour? Alors, ça m'embête un peu de vous spoiler l'ouvrage. Il y a plusieurs affaires. Et à la base, il était, comment dire, je vais essayer de rester un peu vague pour qu'il y ait matière et intérêt à lire l'ouvrage, mais dans un premier temps, effectivement, il était inculpé pour du trafic de stupéfiants, bien entendu. Et il a été relaxé par rapport à ses chefs d'accusation, mais en attendant en détention, il a effectivement attenté à la vie d'un détenu. Je vous laisserai découvrir les faits en question, mais effectivement, il lui a poignardé malheureusement l'œil avec un stylo qu'il avait aiguisé, pour vous décrire un peu le personnage. Du coup, il est aujourd'hui inculpé pour ces faits d'atteinte à la vie de ce codétenu. Là, on va un peu plus parler du côté Marseille. Selon votre client, pourquoi le trafic de drogue est aussi important à Marseille, puisque c'est quand même une ville centrale où il y a énormément de trafic en France. Et pour lui, quelles sont les causes et les structures du trafic de drogue à Marseille et pourquoi, je ne vais pas dire on n'arrive pas à l'éradiquer, mais pourquoi les pouvoirs publics n'en arrivent pas à bout de ce trafic? Alors, je ne pourrais pas vous répondre à sa place. Par contre, Oui. moi, je peux vous donner mon point de vue personnel. Je pense que Marseille, déjà, architecturalement et au niveau, on va dire, spatial, c'est une ville qui est portuaire, donc où il y a toujours eu effectivement des échanges avec le Maghreb qui se sont faits assez rapidement et correctement. Et effectivement, quand on sait que le Maghreb, c'est là où sont produits les stupéfiants, ça facilite de par nature le trafic. Donc au niveau spatial, c'est déjà, on va dire, une des raisons. Ensuite, au niveau historique, effectivement, Marseille, ça a toujours été une des villes en France où le trafic de stupéfiants a émergé et a pris de l'ampleur. Vous avez dans cette ville plusieurs choses importantes. Dans cette ville, vous avez donc l'architecture, mais vous avez effectivement des grandes familles qui se battent depuis toujours pour les stupéfiants. Et surtout, ce qui est très important, c'est que c'est une des villes les plus pauvres de France. Quand on sait que le trafic de stupéfiants rapporte à peu près 2,7 milliards d'euros par an en termes de chiffre d'affaires, et que dans cette cité en question, c'est à peu près 80 000 euros par jour qui sont générés par le trafic de stupéfiants, vous comprenez qu'il y a beaucoup de monde qui frappe à la porte du réseau et que l'argent, effectivement, explique en partie l'essor du réseau sur Marseille. Okay. Et justement, en parlant d'argent, est-ce qu'à Marseille, l'argent finance les campagnes politiques des maires ou alors des préfets, etc. Est-ce qu'il y a de la corruption à Marseille? C'est une question dangereuse que vous me posez là, mais effectivement, je m'en réfère à l'ouvrage et ce qu'a écrit mon client. En période de campagne électorale, c'est ce qu'il écrit, bizarrement, étrangement, vous avez beaucoup d'élus qui viennent se déplacer, alors peut-être pas personnellement, mais qui envoient des équipes se déplacer dans les cités et rencontrer notamment ces têtes de réseau. Pourquoi? Parce qu'on ne rentre pas dans une cité comme on rentre dans un moulin, ne serait-ce que déjà pour tracter. Vous ne pouvez pas tracter en période de campagne sur le sol, on va dire, de ces réseaux. Ce n'est pas possible. Ne serait-ce que les guetteurs qui sont à l'entrée ils vont venir menacer, on va dire, les équipes. Tout ça, ce n'est pas possible. Et le deuxième point important, c'est qu'effectivement, vous avez quand même une masse électorale importante dans ces cités, et c'est effectivement de futurs électeurs potentiels pour les candidats.
Donc, je peux vous dire qu'aujourd'hui, effectivement, en période de campagne, étrangement, les élus se rapprochent de plus en plus des réseaux et notamment des têtes de réseau pour gagner des voix. Et justement, en parlant de ces élus qui essaient de gagner des voix, votre client semble quand même se plaindre de l'inaction des pouvoirs publics par rapport aux cités et à la vie des cités et au fait que ça ne s'arrange pas. Pourtant, en étant trafiquants de drogue, normalement, ils seront un peu complices de la dégradation de la vie des cités. Est-ce que c'est pas un petit peu paradoxal le fait qu'ils se plaignent et d'un côté, ils soient un peu complices de cette dégradation? Moi, ce que je trouve paradoxal, c'est qu'ils bénéficient de l'inaction des services publics. Parce qu'effectivement, si on avait un policier devant chaque immeuble, ou même on a parlé d'armée, hein, c'est vrai que c'est une mesure drastique, mais c'est vrai que si on déploie l'armée ou une force de police permanente dans les quartiers, et pas simplement envoyer des troupes de CRS de temps en temps quand ça fume un peu, je pense que les réseaux tomberaient un après l'autre. Moi, ce que je trouve paradoxal, c'est qu'il se plaint de l'inaction des services publics, des pouvoirs publics, et en parallèle, il bénéficie de cette inaction parce que c'est grâce à ça que son réseau peut prospérer. Donc c'est vrai que je vous rejoins sur le terme paradoxal. Après, lui, ce qu'il soutient effectivement, c'est qu'aujourd'hui, les cités, elles sont totalement abandonnées, que c'est facile de venir taper sur un caïd des cités ou sur un réseau, alors que les pouvoirs publics, les autorités savent pertinemment, et même si effectivement il y a un pseudonyme, mais les autorités savent pertinemment qui est à la tête de tel ou tel réseau, et c'est qu'un écran de fumée, on essaye d'acheter cette paix sociale et de tromper un peu les Français malheureusement avec ce discours. Maintenant, on va partir sur un autre point. Comment l'utilisation des réseaux favorise le marché de la drogue? Parce que comme on peut le voir sur des applications telles que Snapchat ou autres, il y a carrément des ventes qui se font via ces applications. Comment est-ce que votre client utilise les réseaux sociaux pour un petit peu favoriser son marché? Comment ça se passe exactement? Vous voyez, vous m'avez posé une question tout à l'heure, ce que j'entendais par le mot caïd. Un caïd, c'est un parrain des temps modernes. Un caïd, c'est un parrain 2.0 qui utilise justement les réseaux sociaux, WhatsApp, Snapchat et Telegram notamment, qui sont des réseaux cryptés, pour favoriser le commerce. Donc effectivement, aujourd'hui, il utilise ces nouveaux moyens de communication pour adapter le réseau, faire évoluer le réseau à notre époque. Donc c'est en ça que ça en fait, je pense, un homme d'affaires. On peut utiliser le terme, même s'il est, il est important. Pour moi, c'est un homme d'affaires qui utilise les moyens, les technologies dont il a à disposition pour développer et accroître, on va dire, son réseau. Mais est-ce que du coup, l'utilisation, comment un petit peu ça se passe, cette utilisation des réseaux sociaux? Est-ce qu'il a des personnes qui sont chargées de communiquer sur ces réseaux? Est-ce qu'il a un chargé de com? Tout à fait, c'est un nouveau poste, on va dire, qui a été créé. Il y a une personne dédiée dans le réseau qui gère la communication. Vous avez, par exemple, sur Snapchat, vous avez donc effectivement des promotions. Ils utilisent un peu les codes de la grande consommation, les promos qui sont affichés, les arrivées de stupes. Ils préviennent aussi quand les forces de l'ordre font des descentes pour éviter que les clients traînent autour de la cité. Oui, vous avez une personne dédiée à la communication et qui est chargée justement de mettre en place tous ces dispositifs. Et au-delà des promotions, est-ce qu'il y a aussi des recrutements qui se font via ces réseaux sociaux? Des recrutements, effectivement. Vous avez des recrutements, ça s'est vu. Et vous avez aussi des livraisons. On a utilisé, le terme c'est Uber Sheet. On utilise un peu le concept de Uber, mais on vient livrer directement grâce aux réseaux sociaux les consommations directement aux clients. Donc effectivement, ils utilisent ça pour le recrutement, pour les livraisons, pour tout, pour l'organisation. Ils utilisent vraiment pour communiquer, bien entendu, ces réseaux sociaux qui sont pour partie cryptés, donc qui empêchent et qui freinent, on va dire, les forces de l'ordre lorsqu'elles mènent leurs enquêtes. Okay. Et justement, les jeunes sont beaucoup sur les réseaux sociaux. Quel est votre client par rapport à l'avis des jeunes Marseillais? Est-ce que c'est l'avenir des jeunes Marseillais de devenir trafiquants? Est-ce qu'il espère autre chose de la jeunesse marseillaise? C'est une bonne question que vous me posez là. Lui, s'il a écrit cet ouvrage, c'est simplement pour établir un constat.
C'est pas une promotion, il ne fait pas la promotion du crime. Il n'est pas là pour dire devenez caïd, regardez mon parcours. Comme je vous l'ai dit, il a utilisé un pseudo. Bon, c'est pour sa sécurité personnelle, mais si jamais il aurait voulu se vanter, il aurait mis son nom ou il aurait mis des éléments un peu plus précis pour l'identifier. Donc il n'a pas écrit, on va dire, pour inciter la jeunesse marseillaise, la jeunesse française à suivre son exemple. C'est simplement un constat d'aujourd'hui sur une situation dramatique à Marseille qui est effectivement le réseau et les trafics de stupes. D'accord. On va revenir un peu au livre. Oui. Comment ça se passe en fait, la coécriture entre un avocat et son client? Combien de temps ça a duré l'écriture? Est-ce qu'il y a des modifications qui sont apportées? Comment ça se passe concrètement? Écoutez, ça a été, et ce qui en fait un ouvrage unique, c'est que ça a été un travail très complexe. Déjà, quand on coécrit un ouvrage, on est censé avoir un certain lien avec la personne. Moi, je suis avocat et je resterai avocat. J'ai écrit mon ouvrage en qualité d'avocat. Je n'ai pas écrit en qualité d'ami de ce caïd en question. Et la première difficulté, ça a été une difficulté déontologique. Effectivement, vous avez le nom d'un avocat qui figure à côté d'un pseudonyme d'un baron de la drogue marseillaise. Donc ça a été une grosse réflexion que j'ai dû mener. Je n'étais pas certain de coécrire cet ouvrage avec lui, mais j'ai cherché, on va dire, dans mon serment, la force de poursuivre ce travail et je ne me suis pas senti d'abandonner mon client. Je considère que c'est la suite logique de ma mission. Je le défends, mais je défends aussi ses intérêts dans cet ouvrage, en le protégeant, en surveillant justement, en garantissant son anonymat. Voilà, ça c'est la première raison. La deuxième difficulté que j'ai rencontrée, bien entendu, c'est une difficulté logistique. Quand on coécrit un ouvrage avec une personne, on doit faire beaucoup d'échanges entre deux auteurs. C'est pas comme si on écrivait seul. Là, matériellement, je ne peux pas échanger. Alors, je vais être transparent avec vous. Il y a des clients qui tentent de m'appeler avec leur téléphone depuis la prison, mais je me refuse de prendre appel parce que c'est illégal et ça complique encore plus la tâche. Donc, pour communiquer avec mon client notamment, même s'il avait des téléphones, je me suis toujours refusé de discuter avec lui par téléphone. Je dois me déplacer physiquement en détention pour pouvoir discuter du projet. Donc, ça a rendu d'une manière logistique le travail encore plus complexe. Et le troisième élément important que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, j'ai dû assembler, trier les informations qu'il m'a données pour pas qu'il porte atteinte à travers l'écriture à sa situation juridique. Et lui éviter ainsi des condamnations, puisque sur le plan pénal, et ça c'est déjà vu, vous avez des personnes qui écrivent des ouvrages et qui se retrouvent après dans une cellule elles-mêmes parce qu'elles ont écrit ou elles ont avoué des choses qui peuvent leur porter préjudice. Donc mon travail à moi, ça a été de superviser ça. Ce n'est pas parce que j'ai coécrit l'ouvrage que je partage ses idées, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Je fais juste mon métier d'avocat et je vérifie juste qu'effectivement, il ne porte pas atteinte à ses intérêts à travers cette publication. Et du coup, pour répondre à la question, combien de temps ça a duré cet ouvrage? Alors, l'écriture? le travail, en fait, il avait déjà commencé à écrire pour lui. Donc, je ne pourrais pas vous quantifier le temps, parce que c'est des écrits qu'il avait dans sa cellule. Donc, je ne peux pas vous dire à partir de quand exactement l'ouvrage a commencé à être écrit. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on travaille dessus depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans, sur l'écriture de cet ouvrage. Donc, c'est ce que je peux vous dire aujourd'hui. Okay. Et dans le livre, comme vous avez dit aussi, il fait plein de choses illégales. Moi, je me demandais, est-ce qu'il avait des limites en tant que chef de réseau qui se posent? Je ne sais pas si je suis assez claire. Alors, des limites... Des limites, par exemple, de... Est-ce qu'il y a des choses qu'il aurait faites qu'on n'aurait pas écrites dans le livre parce que ça non, pas dans comportait ce des risques? sens-là, dans le sens où il se met une limite de, par exemple, ne pas recruter, je sais pas moi, des jeunes femmes ou... Enfin, des limites dans son réseau, ou alors c'est quelqu'un qui n'a aucune limite Alors, de ce que je connais de sa personne, je pense qu'il n'a aucune limite. Et c'est ça qui en fait un personnage glaçant. Il travaille, comme c'est écrit dans l'ouvrage, effectivement, vous avez la partie stup, mais vous avez aussi la partie prostitution. Donc il n'hésite pas à utiliser les femmes, et c'est ce qui est écrit dans l'ouvrage, notamment pour
pour transporter des stupéfiants, puisque une femme, effectivement, quand vous voyez une femme avec un enfant dans une gare, avec une valise, vous aurez peut-être moins tendance à venir la contrôler que quand vous voyez effectivement une personne un peu typée, hein, si je peux me permettre, avec 2 valises, vous comprenez? Donc je ne pense pas qu'en ce sens il ait des limites, et c'est ça qui en fait un personnage glaçant. Parce que justement, dans son bouquin, on en parle de la maman qui tire sa poussette avec son enfant où il y a des stupéfiants. Et lui, à ce moment-là, justement, n'était pas encore caïd. Et il disait que ça serait une de ses limites, que lui, il ne demanderait pas à ce genre de femme, en tout cas maman avec une poussette et un enfant, de faire ça. Est-ce que, au final, il a changé d'état d'esprit en devenant caïd? Alors, j'ai peut-être zappé ce passage, mais effectivement, moi, de ce que je ressens, je trouve qu'il n'a aucune limite dans les paroles qu'il m'a tenues, notamment quand je suis allé le voir en détention. Utiliser des enfants pour transporter des stupes. Lui-même a été recruté à 14 ans, donc déjà, il était déjà dans cette démarche-là. Ça ne le choque pas d'avoir des jeunes qui participent au trafic. Et c'est ce qui est tragique quand on regarde aussi les chiffres, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, vous êtes à 46 morts, je crois, sur Marseille. Mais quand vous savez qu'il y a plus de 60% qui ont moins de 21 ans, ça questionne. Et c'est ça qui interroge beaucoup. Et justement, j'avais une petite question par rapport à quand il a commencé, à 14 ans. Qu'est-ce qui change entre les fantasmes qu'il avait d'être chef de réseau, enfin de ce qu'il pensait en tout cas de la réalité du chef de réseau, et quand il est devenu? Qu'est-ce qui a changé au final? Enfin, est-ce que ça répond à ses fantasmes d'enfant? Alors là, vous me posez encore une question personnelle qui le concerne lui. Donc je vais essayer de répondre avec ce que j'ai pu voir et comment il s'est comporté avec moi. Moi, je pense vu qu'il ignorait rien, enfin, il ignorait tout pardon, du réseau quand il est arrivé en France, il ne savait pas à quoi ressemblait la drogue, je ne suis pas certain qu'il ait eu des idées, on va dire, des préjugés sur la vie de caïd. Je pense qu'il ne savait tout simplement pas ce que c'était. Il faut se mettre à la place d'un jeune de 14 ans qui arrive en France, une nouvelle ville, Marseille c'est immense, effectivement ça ressemble à Béjaïa qui est sa ville de naissance, parce que c'est une ville portuaire aussi, mais il découvre un nouveau monde et je ne suis pas certain qu'il ait des idées préconçues sur le caïda. Ok. Et maintenant, du coup, vu que je pose beaucoup de questions personnelles et que vous ne pouvez pas répondre, là, du coup, je vais vous en poser une à vous, Oui. auxquelles vous pouvez répondre. Donc, vous êtes un avocat assez plébiscité par les trafiquants. Est-ce que vous craignez pas certains jours, ou peut-être même tout le temps, pour votre vie et pour peut-être celle de votre famille? Alors, c'est une bonne question que vous me posez là, surtout que, bon, je ne vais pas parler de ma vie personnelle, mais effectivement, c'est une bonne question que vous me posez là. Peut-être que ma vision va évoluer, parce qu'effectivement, je vais avoir une vie de famille assez construite dans pas longtemps. Mais pour l'instant, moi, je considère que ça fait partie de mon métier. Je défends à la fois des victimes et des têtes de réseau, je défends des petites mains, et je ne fais pas de distinction entre mes clients. Mais je défends effectivement, il m'arrive de défendre des femmes battues, et je les défends avec la même passion, si je peux dire, qu'une tête de réseau ou même qu'une petite main du réseau. Donc pour répondre à votre question, aujourd'hui je n'ai jamais eu de difficulté avec mes clients, ça se passe toujours dans le respect. Pour l'instant, j'espère que ça continuera comme ça, mais ils ont bien compris que la personne qui défendait, c'était l'avocat. C'est pour ça qu'on porte une robe aussi, quand on est en audience, c'est pour distinguer l'avocat professionnel de l'avocat, on va dire, personne. Et pour l'instant, je n'ai pas eu de difficulté et j'espère que ça continuera comme ça. Ok. En tout cas, moi j'ai fini avec mes questions. Merci beaucoup de m'avoir accordé ce temps. De rien, merci à vous. Et peut-être à très bientôt.